On est en août 1955, à Aix-les-Bains. Le Maroc est à feu et à sang, mais son destin, lui, se joue ici, dans le calme un peu surréaliste d'une ville thermale française. Officiellement, ces discussions sont là pour amener pacifiquement à l'indépendance. Sauf que voilà, presque 70 ans plus tard, une question reste brûlante. Est-ce que Aix-les-Bains a été une vraie libération ou un piège savamment orchestré? Alors, on va plonger dans ce moment qui est vraiment crucial. Parce qu'on a deux histoires qui s'affrontent. D'un côté, on nous parle d'une décolonisation exemplaire, de l'autre, d'un piège parfait. Cette citation, elle résume tout en fait. Il y a la version officielle, et puis il y a ce qui s'est vraiment joué en coulisses. Bon, la version officielle, il faut le dire, elle est assez séduisante. Le gouvernement français, mené par son président du Conseil, Edgar Faure, qui est un fin politique, veut absolument désamorcer la crise marocaine. L'idée, c'est simple. Organiser des prises de contact avec un peu toutes les forces vives du Maroc pour essayer de construire ensemble un nouvel avenir. Sur le papier, le plan a l'air vraiment solide. Le but, c'est de défaire ce que la France avait fait 2 ans plus tôt. On met de côté le sultan fantoche Ben Arafat et on prépare une transition en douceur. Mais il y a un point absolument non négociable, tout, absolument tout, doit être validé par le sultan légitime en exil, Mohamed Ben Youssef. Parce que sans lui, attention, aucune solution ne peut tenir. C'est la seule personne capable de rassembler tout le pays. Mais alors, pourquoi tout d'un coup cette urgence du côté français? Pour bien comprendre, il faut sortir des salons feutrés d'Aix-les-Bains et regarder ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, la situation est, pour le dire simplement, devenue totalement incontrôlable. Regardez cette chronologie, elle parle d'elle-même. 1953, l'exil forcé du sultan met le feu aux poudres. Fin 1954, la guerre éclate juste à côté, en Algérie, et Paris a une peur bleue que ça se propage. Mais le véritable électrochoc, ce qui force la France à bouger, ça se passe juste là, à peine 48 heures avant le début des pourparlers. Le 20 août 1955, c'est la date anniversaire de l'exil du sultan. Et là, la situation explose. Dans la région minière de Oued-Zem, des tribus se soulèvent et s'en prennent avec une violence inouïe aux colons européens. Le bilan est très lourd, des dizaines de civils sont massacrés. La riposte de l'armée française va être absolument terrible. C'est le nombre estimé de victimes marocaines tuées pendant la répression. Ce bain de sang change complètement la donne. À Paris, Edgar Faure comprend qu'il est dans une impasse. La force, ça ne réglera rien. Il faut négocier. Et il faut négocier vite, avant que le Maroc ne se transforme en une nouvelle Algérie. Alors, retour à Aix-les-Bains. Et là, attention, on est très loin de l'image d'une grande table ronde où tout le monde discute ensemble. Non, la stratégie française est bien plus maligne que ça. Elle repose sur un très, très vieil adage du pouvoir. La méthode française est d'une simplicité redoutable. Ne jamais, au grand jamais, mettre tous les Marocains dans la même pièce. Ils sont reçus séparément. D'un côté, il y a les nationalistes de l'Istiklal qui veulent l'indépendance totale. Point. Au milieu, des modérés qui cherchent un compromis. Et de l'autre, les traditionalistes, les vieux alliés de la France qui veulent que rien ne bouge. D'ailleurs, l'un des participants, Abdelhadi Boutaleb, résumera la tactique avec une formule géniale. Diviser pour mieux régner. L'objectif est limpide, briser le front uni des indépendantistes. Et c'est de toutes ces discussions séparées que va naître une formule, un concept un peu magique, inventé par Edgar Faure lui-même. C'est la clé de voûte de tout l'accord, et c'est aussi ce qui va un peu empoisonner l'avenir, l'indépendance dans l'interdépendance. Présentée comme ça, franchement, l'idée est séduisante. On promet au Maroc une souveraineté totale, mais dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Paris va aider Rabat à monter sa propre armée. Les économies françaises et marocaines, qu'on juge parfaitement complémentaires, vont travailler main dans la main. Bref, une belle promesse de développement partagé. Et c'est précisément là que tout se joue. D'un côté, on a la vision officielle, la belle histoire d'amitié entre deux pays libres et égaux. Et de l'autre, une analyse beaucoup plus critique. Pour eux, cette interdépendance, ce n'est qu'un joli mot pour cacher un projet néocolonial. En gros, l'idée c'est on vous accorde l'indépendance politique, d'accord, mais c'est pour mieux garder la main sur toute l'économie et les richesses du Maroc. On arrive maintenant au cœur de ce qui est considéré comme le scandale d'Aix-les-Bains. Parce que, selon de très nombreuses sources, le véritable accord, lui, est resté secret. Et le prix à payer pour cette indépendance aurait été exorbitant. Payé, bien sûr, sur le dos du peuple marocain. Alors, elles contenaient quoi, ces fameuses clauses secrètes? Eh bien, si l'on en croit cette thèse, elles organisaient ni plus ni moins que le bradage des ressources du pays. Le phosphate, l'or du Maroc, serait partagé entre la France et une petite élite marocaine, en laissant des miettes à l'État. Et les infrastructures clés, comme l'eau ou l'électricité, resteraient sous contrôle français.
Si tout ça est vrai, alors le mot interdépendance n'est qu'une jolie façade pour un pillage en règle. Et l'héritage, il n'est pas qu'économique, il est aussi politique. En négociant directement avec le futur roi et en mettant sur la touche les partis issus de la résistance, la France aurait en quelque sorte choisi la nature du futur régime marocain. Plutôt qu'une monarchie parlementaire, comme le voulaient certains nationalistes, Aix-les-Bains aurait permis de restaurer une monarchie forte, voire absolue. Alors, au final, que faut-il retenir d'Aix-les-Bains? Un coup de maître diplomatique qui a permis d'éviter une guerre et de restaurer un souverain légitime, ou bien une manœuvre cynique pour garder une emprise économique sous un joli vernis d'indépendance? La vérité, comme souvent, est sans doute quelque part entre les deux. Mais une chose est certaine, les fondations du Maroc moderne, avec ses forces et ses faiblesses, ont été en grande partie coulées là-bas, en août 1955, au bord d'un lac des Alpes françaises.